Voilà, j'ai le plaisir de passer la main à Jérémy Decoq et Melchior Courtois de Cyberzen pour la revue d'actualité et la veille en vulnérabilité mensuelle, évidemment qui va faire 2 mois, puisque c'était la JSSI le mois dernier. Jérémy et Melchior, c'est à vous. Merci beaucoup. En effet, il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Donc, 2 mois de pure folie. Je redose. Et donc, on est parti. Donc, on va très rapidement faire un rappel du support, même si, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. On a encore quelques trimestres avant de faire face aux prochaines obsolescences de Workstation Windows. Et même chose pour les Windows Server. Dans tous les cas, vous avez des slides, vous pourrez aller voir tout ça en détail. On attaque les failles et bulletins. Donc, on commence comme d'habitude avec les Patch Tuesday de Microsoft. Donc, on va commencer avec celui du mois de février. Donc, 55 vulnérabilités patchées, dont 4 0D. Donc, dans les 0D, on a une évasion de privilèges pour Windows Storage. Donc, selon Microsoft, elle est relativement limitée puisque l'élévation de privilèges permettrait uniquement de supprimer quelques fichiers sur la machine, donc ce qui pourrait être comparé à un déni de service. Et ça affecte a priori que les Windows 10 et 11 pour les workstations et les Windows Server supérieurs ou égales à la version 2016. On a ensuite une élévation de privilèges dans le pilote Ancillary Function. Donc, c'est globalement le pilote de Windows qui gère toutes les fonctions réseau de bas niveau. Donc, typiquement, on a mis WinSock entre parenthèses. Et donc, le but d'élévation de privilèges, c'est d'obtenir les privilèges NT System sur la machine. On a ensuite un bypass de l'UEFI, donc sur Microsoft Surface cette fois. Donc, a priori, ce que ça permettrait de faire, cette vulnérabilité cible les machines virtuelles. Et donc, le but, en fait, c'est de pouvoir atteindre l'hôte. Donc, encore faut-il qu'il utilise l'UEFI. Et donc, ça permet de contourner toutes les isolations bas niveau pour pouvoir sortir du contexte de la machine virtuelle. Et donc, ça affecte le Surface Hub, Surface Pro, Surface Pro 9, Surface Go 2, Surface Laptop 3, etc. On a ensuite, bon, ça fait plusieurs mois qu'on en a une manipulation des hash NTLM. Donc ici, le but, donc protocole NTLM, je le rappelle, pour authentification réseau. Donc ici, le but, c'est de faire interagir l'utilisateur. Donc c'est une one-click sur un fichier. Donc peu importe l'action, ça veut dire que c'est soit une ouverture, donc soit un clic gauche, soit un clic droit pour accéder aux propriétés, ou une suppression, ou peu importe. Et donc ici, l'enjeu, c'est de faire leaker votre HNTLM et de la manipuler, donc par exemple dans le contexte d'un pass de hash, ou si vous le récupérez, bah, tout simplement le brute forcer pour essayer de récupérer le mot de passe, le HNT. Et donc, pour cette vulnérabilité, ça fait que Windows 10 et 11 et Windows Server supérieur ou égal à 2008. Puis ensuite, on a 3 RCE critiques que je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. On a ensuite le bulletin de mars, donc 57 vulnérabilités patchées. Cette fois, on a 7 types 0D. Donc, une évasion de privilèges dans le sous-système du noyau Windows, donc on parle de Win32. Donc, une évasion de privilèges qui permet d'obtenir les droits système, donc qui s'obtiendrait via une race condition, mais uniquement dans le contexte local, donc ce qui restreint à minima l'exécution l'exploitation de la vulnérabilité. On a ensuite une memory disclosure, donc une fuite de la mémoire via le tas sur Windows NTFS. Et donc, a priori, il serait nécessaire d'utiliser justement un périphérique USB, donc un support physique formaté en NTFS pour pouvoir effectuer cette memory disclosure. Donc, encore une fois, c'est assez limité. Et pour finir, en fait, on n'a que des RCE. Donc, il y en a une sur Windows Fast FAT. Donc, typiquement, c'est le pilote qui permet la gestion des fichiers FAT.
Donc, ce qui a été dit, c'est que c'est une RCE, mais que, pareil, selon Windows, enfin selon Microsoft, pardon, l'attaque doit être menée localement. Donc, on ne voit pas trop ce que ça veut dire. Le but de la RCE, c'est que ce soit remote. Euh, à voir. Et donc, pour trigger la vulnérabilité, a priori, il faut manipuler un VHD malveillant, donc un disque dur physique, souvent utilisé dans le contexte de machines virtuelles ou de stockage virtuel. On a ensuite deux RCE sur Windows NTFS, une type heap-based overflow encore sur NTFS. On a une RCE sur Microsoft Management Console, donc l'outil d'administration de Windows, qui nécessiterait aussi une interaction utilisateur, et une RCE sur Microsoft Access. Donc à chaque fois, je vous ai mis les versions affectées par ces vulnérabilités. Donc ça, c'était pour Windows. Ensuite, pour, pour les systèmes de manière générale, on a une authentication bypass sur FortiOS. Donc, je parle de FortiOS, mais ça fait aussi FortiProxy. Donc là, le but, c'est de s'attaquer au CSF Proxy. Donc, c'est l'outil qui permet la communication entre les outils Forti et FortiGate. Donc, FortiProxy et FortiGate. Et donc, a priori, l'enjeu ici, c'est de pouvoir obtenir des accès super admin. Donc, le risque, forcément, si vous êtes super admin de ce type d'outil, bah forcément, vous pouvez vous créer des faux comptes admin pour pouvoir revenir sur la machine plus tard. Vous pouvez modifier les politiques de pare-feu, vous pouvez accéder aux configurations VPN SSL, et donc vous êtes le roi du pétrole. Et versions impactées, bon, je vous ai listé les versions impactées. Donc, ce qui est nécessaire de faire, c'est de patcher et ou de désactiver l'accès au panel admin. Donc, je vous ai mis au moins filtré. Donc, vous pouvez toujours filtrer l'accès au panel admin sur certaines ranges d'IP pour réduire la surface d'exposition. On a ensuite une authentication bypass, cette fois sur PanOS, donc sur côté Palo Alto. Donc, le but, c'est de manipuler certains scripts PHP dans un contexte où ici, l'attaquant n'a pas besoin d'être authentifié sur la machine. Et donc, ce qui est dit, c'est que ces scripts pourraient permettre, ne permettent pas forcément de l'exécution de code à distance, mais permettent au moins, malheureusement, d'impacter l'intégrité ou la confidentialité des données qui se retrouvent sur la machine. Donc, sans plus de détails. Vous avez toujours les versions impactées par branche. Et pareil, toujours patcher ou désactiver l'accès au panel admin ou sinon filtrer. Côté VMware, il y a 3 CVE importants qui sont sortis. Donc, elles permettent d'échapper à une virtuelle invitée et obtenir le contrôle total de l'hyperviseur et du système hôte. Donc, ça affecte les systèmes VMware ESXi, vSphere, Workstation, Fusion, Cloud Foundation et Telco Cloud Platform. Donc, comme je vous ai dit, le prérequis, c'est d'être administrateur de la machine invitée. Donc, soit la machine a été compromise dès le départ à cause d'une autre vulnérabilité, soit tout simplement les droits ont été mal fixés. Donc, on remercie l'équipe de Microsoft pour avoir découvert ces vulnérabilités sur VMware. Côté Windows Hyper-V, on a une Zero Day qui permet une privesc. Donc, elle se fait au niveau d'un head overflow avec une exploitation du pilote de vkernel int tsvp.6. Donc, en gros, c'est une surcharge dans l'entrée du tampon qui permet d'obtenir des capacités de lecture et écriture dans le noyau Windows simplement. Donc, le POC est publié et la vulnérabilité est déjà exploitée par des groupes de hackers, donc à surveiller activement. La faille est présente, a été testée sur Windows 11 23H2, qui est l'ancienne version qui a été reçue, car la dernière, c'est la 24H2. Ça n'a pas encore été testé dessus, mais c'est fortement possible que ça fonctionne aussi. Et c'est aussi possible que ça fonctionne sur Windows Server. Privesc aussi sur le kernel Linux. Donc, la même façon, heap overflow sur les systèmes Ubuntu 22.04. Donc, le risque, c'est un DOS et exécution de code. Les prérequis, c'est d'abord de pouvoir monter un système de fichiers qui est normalement limité au processus cap sysadmin. Et donc, ça permet de faire un contournement possible avec les versions desktop et serveur avec des règles de Polkit par défaut. Donc, les règles de Polkit, ça permet aux utilisateurs qui ont une session locale active de créer des périphériques en boucle et de monter différents systèmes de fichiers de blocs, et du coup de pouvoir passer ces processus, de ces limitations au processus cap sysadmin. Ensuite, deux vulnérabilités côté Google qui ont été corrigées.
Donc, en fait, c'est des vulnérabilités qui permettaient d'exploser les adresses mail des comptes utilisateurs YouTube. En gros, comment ça fonctionne? C'est Google, pour pouvoir savoir qui est-ce que vous êtes, ils utilisent ce qu'ils appellent un ID Gaia, qui est un identifiant qui est propre à vous et qui est partagé entre les services de Google. Et cet identifiant, en fait, avec une opération mathématique, qui permet de révéler l'adresse mail qui est associée. Alors, c'est un identifiant qui est normalement obscurci et qui n'est pas visible et que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas connaître, pardon. Mais on s'est rendu compte qu'en analysant l'API, il était visible lorsqu'il y avait une interaction avec l'utilisateur. Donc, si vous cliquez sur un utilisateur lors d'un chat Google, par exemple, lors d'un live. Et en fait, à partir de là, vous pouvez récupérer l'adresse mail qui était associée. Donc, la découverte a été faite en septembre 2024, a été patchée en mois de février, et il y a une récompense de 13 000 $ pour les chercheurs. Donc, bravo à eux. Donc ensuite, on a une vulnérabilité critique côté Eventy Connect Secure. Donc ici, on a une state-based buffer overflow, donc exploitable à distance. Ça ne requiert pas d'authentification ou d'interaction utilisateur, ce qui est assez fou. La solution, donc ça affecte en partie Eventy Connect Secure. Donc cette solution-là a été patchée, donc a reçu un patch. Mais par contre, la vulnérabilité affecte aussi Pulse Connect Secure, pour le coup, qui est obsolète. Donc, si vous voulez le dernier patch, il faut contacter Eventy. Ça affecte Eventy Policy Secure. Donc, le patch sera disponible a priori à partir du 21 avril. ZTA Gateways, donc patch pareil, disponible à partir du 19 avril cette fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, a priori, cette vulnérabilité est fortement exploitée par UNC 5221. Donc, c'est un groupe qui est soupçonné d'être lié à la Chine. Et donc, ce groupe est assez connu pour exploiter les vulnérabilités 0D. Donc, c'est le cas pour cette vulnérabilité. Et de cibler des appareils réseau et souvent des appliances VPN. Donc, typiquement, l'enjeu pour ce groupe, c'est d'utiliser cette vulnérabilité pour aller déployer des malwares type Dryhook ou FaceJam. Donc, ce qui est très fortement conseillé de faire avant de monter de version votre appliance, c'est de la reset. Donc, pour être sûr de ne pas laisser d'artefacts malveillants sur la machine. Côté navigateur, on a une 0D sur Chrome. Donc, on n'a pas réellement d'informations techniques sur la faille. Par contre, on sait qu'elle permet de contourner la sandbox de Chrome, ce qui a pour but évidemment d'infecter les postes clients, enfin du moins les utilisateurs du navigateur. Ça affecterait uniquement Chrome, la version Windows de Chrome. La vulnérabilité serait exploitée justement dans le contexte de la campagne de cyberespionnage Forum Troll, qui a priori cible principalement des organisations russes, que ce soit des médias, etc. Mais bon, même si vous n'êtes pas russe, patchez-la quand même. Donc vous avez la version patchée en dessous. Côté application, on a 9 failles de sécurité sur la GLPI, donc sur la version 10.00.18. On a 3 failles critiques, une injection SQL qui ne requiert pas d'authentification, une RCE qui requiert de l'authentification et une injection SQL via la configuration des règles. Donc, ces injections SQL elles sont possibles grâce à une fonction située dans un script PHP particulier. Donc, si vous voulez plus de détails, on vous a mis un rapport qui vous explique tout ça. Donc, comment passer de l'injection SQL à la remote code execution. Et a priori, selon ONIF, donc, il y aurait 700 serveurs GLPI qui seraient potentiellement vulnérables en France et 3000 au niveau mondial. Donc, important de noter que si vous n'avez pas activé la fonctionnalité d'inventaire, a priori, l'injection SQL n'est pas réalisable. On a une RCE via WinZip. Donc, pour le coup, comment ça se passe? C'est dû à une validation insuffisante côté utilisateur. Donc, lorsqu'il fournit l'archive à décompresser. Donc, plus précisément, lorsqu'on parle de fichiers 7-zip. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on a une type out of bounds write. Donc, je rappelle, le but, c'est d'écrire en dehors des limites allouées dans le tampon. Et donc, comment trigger cette vulnérabilité? Il suffit juste d'accéder à une page qui est malveillante ou sinon d'ouvrir un fichier malveillant
donc préalablement préparé. Ça fait sens. Et donc, il est recommandé de passer sur la version 29.0 de WinZip. Wazoo Server, donc le SIEM du moment, donc tout le monde parle de cette solution en ce moment. Malheureusement, on a une RCE sur l'outil, donc qui provient du coup d'une désérialisation non sécurisée. Donc typiquement, ça cible une fonction précise, donc as Wazoo Object. Par contre, le seul prérequis pour exploiter cette désérialisation, c'est d'avoir un accès à l'API de Wazoo. Mais bon, a priori, l'API de Wazoo est à minima accessible par ses agents. Donc, pour pas dire qu'elle est souvent tout le temps exposée. Donc, ce périmètre saute un peu. Enfin, ce prérequis saute un peu. Donc, c'est une RCE qui est très critique. Je crois qu'elle est notée à 9.8. Et donc, il est recommandé de passer à sa version 4.9.0. Non, enfin, ça affecte la version 4.9.0, donc qui est relativement récente puisqu'elle est sortie au mois de décembre. Et donc là, on est à la 4.11 actuellement, donc montée de version. Et vous avez le rapport et le POC disponible en lien. On a aussi une vulnérabilité côté PostgreSQL, donc surtout sur son outil interactif, donc sur PSQL. Donc, comment ça se passe? Le but, c'est grâce à la manipulation d'encodage, donc une mauvaise gestion des caractères UTF-8, on peut passer d'une injection SQL enfin, on peut utiliser l'injection SQL pour aller exécuter du code arbitraire sur la machine. Donc, ça a été découvert dans le contexte de l'enquête de la RCE sur les logiciels Beyond Trust, qui a eu lieu, enquête qui a eu lieu en décembre 2024. Donc c'est super et vous avez toutes les versions patchées en dessous pour chaque branche de PSQL. RCE sur Apache, alors ça a été publié en mars 2025, ça repose sur un stockage de sessions par fichier. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un stockage de sessions qui est assez répandu. Donc l'exploitation est en deux étapes. D'abord, c'est l'envoi d'une requête put qui va contenir la charge utile Java. Elle va être stockée et sérialisée. Et en fait, elle est stockée du coup en tant que fichier de session sur le serveur Apache. Et à partir de ça, une deuxième requête sera faite, donc une requête type GET avec un cookie donc un JSessionID qui va du coup pointer vers ce fichier de session qui aura été déposé juste avant et qui va forcer le serveur à le désérialiser et à exécuter le code malveillant. Donc le patch est disponible, vous pouvez directement mettre à jour vers la version 11.0.3 pour la branche 11, 10.1.35 ou 9.0.99. Sinon, si vous pouvez mettre à jour, en recommandation qui est dit, vous pouvez revenir à la configuration par défaut du serveur, donc en read-only égale true, désactiver la prise en charge des requêtes put partielles ou éviter le stockage des fichiers sensibles dans un sous-répertoire du coup d'un répertoire public. Zéro clic sur WhatsApp, cas assez intéressant. Donc une faille critique qui permet d'installer un logiciel Epsion sur tous vos équipements qui disposent de WhatsApp. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le déploiement en masse du malware Graphite, qui permettait ensuite de contourner les protections Android, d'accéder à d'autres applications, y compris des messageries chiffrées. Donc, Graphite, pour rappel, c'est un logiciel espion qui a été développé par la société israélienne Parangon, et qui est connu pour fournir des outils de cybersurveillance à des agences gouvernementales. Donc le problème, c'est que justement à cause de ça, il n'y a pas eu de CVE associé parce qu'on suppose qu'il y a eu des problèmes et de pression politique et économique, enfin plutôt géopolitique, qui fait qu'aucune CVE n'a été attribuée pour cette faille. Donc vous, pour votre côté, un indicateur de compromission qui pourrait être intéressant à regarder, c'est la présence de l'artefact Big Pretzel qui pourrait indiquer qui pourrait entre autres indiquer que l'équipement est compromis. Côté OpenSSH, donc deux vulnérabilités. Donc la première, c'est un man in the middle, donc détectable avec le prérequis verify host key DNS, enfin détectable plutôt, elle demande ça comme prérequis pour qu'elle soit exploitée. Donc vous avez soit la configuration AES, soit la configuration ASC qui permet d'exploiter la vulnérabilité. Et donc ça va permettre d'interpréter une session SSH et d'accéder ensuite à des données sensibles et de pivoter vers d'autres systèmes critiques et tout. Un man in the middle. Et le deuxième, c'est un déni de service lors de la pré-authentification. Donc là, vous avez détectable, comme n'importe quel déni de service, quand il y a une consommation anormale du CPU et de la mémoire. Et vous pouvez atténuer cette attaque en configurant correctement les paramètres, donc connection grace time,
Max Startup et Per Source Penalties. Donc, c'est un rapport qui a été fait par l'équipe de recherche de Qualys. Donc, la première, c'est juste pour rappeler, la première, au niveau des risques que vous avez, c'est des violations de données, vol d'informations, identification et mouvement latéral au sein du réseau. Et la deuxième, donc le données de service, c'est donc perturbation de votre service critique et blocage des administrateurs pour gérer les systèmes essentiels. Donc, mise à jour d'OpenVPN. Donc, le risque sur cette vulnérabilité, c'était un risque de DOS des serveurs VPN ça ne concerne uniquement les serveurs et pas les clients, pas le service des clients. Donc, le prérequis, c'était d'avoir l'option TLS Script V2 actif et ça entraînait une malformation des paquets avec l'instruction assert. Donc, le patch est disponible sur la V2 6.14. Sinon, vous pouvez tout simplement désactiver l'option et ça repose sur la version OpenSSL 3.4.1. Rapport de Qualys aussi sur la sécurité de Ubuntu qui est compromise. Donc, il y a le contournement des restrictions des utilisateurs qui est possible. Donc, en fait, il est possible de créer des espaces avec des noms d'utilisateurs et des capabilities administrateurs. Donc, ils ont mis en évidence des techniques de contournement qui sont disponibles donc, via AA exec, pardon, donc apparemment exec qui permettait du coup d'exécuter des programmes sous des profils apparemment prédéfinis pour être exploités pour contourner des restrictions comme ceux qui sont imposés par défaut par Chrome, Trinity ou Flatpak. La deuxième, c'est via BusyBox. En gros, le terminal BusyBox installé par défaut sur Ubuntu est associé à un profil apparemment permissif et un attaquant peut l'utiliser pour exécuter la commande unchar et obtenir un espace de non privilégié. Et ensuite, le dernier, c'est via LD Preload. Donc là, c'est l'exploitation de la variable d'environnement LD Preload pour injecter une bibliothèque partagée dans un processus de confiance, comme par exemple Nautilus, et exécuter un espace de nom avec des privilèges administrateurs. Donc, il y a des mesures de protection qui sont possibles de recommander. Donc, activer le kernel apparemment restrict unprivilege, unconfide 1, pour bloquer du coup l'abus de AExec, restreindre les profils apparemment permissifs pour BusyBox et Nautilus, appliquer un profil apparemment plus strict à BubbleWrap. Donc, BubbleWrap qui est l'implémentation cette UID des espaces de nom utilisateurs ou sandboxing. Et ça permet de fournir un accès à un sous-ensemble des fonctions du noyau dans l'espace des utilisateurs, du genre d'utilisateur. Pour les applications utilisant des espaces des utilisateurs. Et aussi utiliser A statut qui va permettre d'analyser et de vérifier que les profils désactivés, enfin d'analyser et de voir et de désactiver les profils qui sont à risque dans votre système. Voilà. Ensuite, côté Android, on a eu un patch de Google donc, qui corrige pas loin de 44 vulnérabilités. Donc, les deux plus critiques concernent l'innovation de privilèges dans le composant framework. Donc, composant framework, globalement, sur Android, c'est la couche qui va fournir les API de haut niveau à toutes les applications pour interagir avec les services de votre Android. Et donc ici, on a un accès on peut obtenir un accès non autorisé à des répertoires qui sont relativement sensibles, donc Android Data, Android OBB, Android Sandbox, et évidemment par hiérarchie à leur sous-répertoire. On a ensuite une fuite de mémoire, donc plutôt là sur le composant HID USB, donc le composant qui permet de la gestion des périphériques USB. Et donc ici, ce qui est possible de faire, c'est une fuite locale via des rapports HID. Et donc les correctifs, comme d'habitude par Google, sont fournis aux fabricants, donc pour leur laisser le temps de patcher, les logiciels et enfin les produits. Et ensuite, il y aura plus d'infos seront données. Contournement du mode restreint USB d'Apple. Donc, c'est une fonctionnalité d'Apple qui permettait de verrouiller le port USB après 1 heure d'activité pour les équipements d'Apple. Donc, c'est un contournement qui est très recherché. On voit des bug bounty à $1 million pour ce genre de contournement. Je vous ai mis en lien un POC qui est disponible avec analyse et debug du code qui a été fait par l'équipe de Quartz Lab. Donc, bravo à eux. Donc, comme d'habitude, vous avez les stats du mois. Donc, c'est le premier. On l'avait oublié en janvier, et puis forcément, vous ne l'avez pas eu en février. Donc, pour l'instant, Linux prend la tête. Piratage, malware, spam, fraude et Linux service. Donc, on va parler d'un cas un peu populaire en ce moment, surtout sur le secteur financier, donc le cas Harvest. Donc, si vous connaissez pas Harvest, c'est une fintech française
qui fournit énormément d'outils dans le secteur financier, donc typiquement un outil de gestion de patrimoine, un CRM, et j'en passe. Et donc, ils ont subi une attaque par supply chain. Donc, un de leurs fournisseurs s'est fait pirater. Plus précisément, leur fournisseur a été victime d'un ransomware et ensuite d'un accès sur serveur, ce qui a par rebond impacté Harvest qui justement partageait ces serveurs-là. Et donc l'impact, évidemment, si Harvest s'est fait pirater, bah, c'est d'impacter l'activité des banques, des sociétés de gestion et de patrimoine qui utilisent ces solutions. Donc on parle pour certaines sociétés donc d'une paralysie pendant 3 semaines. On a aussi forcément des données personnelles qui ont fuité. Donc typiquement des données personnelles de clients venant de la Maïf ou de BPCE. Et donc, ce qui est conseillé de faire, le retext qu'on peut en retirer, c'est forcément de renforcer toute la sécurité au niveau des supply chains. C'est pas un sujet nouveau et c'est surtout d'actualité puisque typiquement c'est prévu et cadré par Dora dans son pilier 4 sur la gestion des prestataires TIC. Malware, on a Final Draft. Donc, pour Final Draft, ici le but pour un attaquant malveillant, j'entends, c'est d'infecter sa cible via Pathloader. Donc, c'est tout simplement un exécutable qui va avoir pour but de télécharger Final Draft. Et qu'est-ce que fait Final Draft? Donc, c'est assez ingénieux. Ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va communiquer avec son C2 grâce à des mails en brouillon. Et donc, comment ça se passe, en fait? Il y a un token qui va être demandé, qui va être demandé à Microsoft. Donc, tout le trafic qui sera ensuite réalisé via l'API Microsoft Graph sera vu comme légitime, parce que le token sera légitime. Donc, le token, bien sûr, est demandé depuis la machine affectée. Et donc, le C2 va utiliser cette API de Microsoft Graph pour interagir avec les mails Outlook, donc typiquement lire et après supprimer les données dans le brouillon, et pour savoir fournir les commandes à Final Draft, et la sortie sera aussi sauvegardée dans ces brouillons, et donc le C2 via l'API Microsoft Graph sera aussi capable d'aller récupérer la sortie des commandes. Donc c'est relativement ingénieux, vous avez un graphe si ça vous intéresse et vous l'avez en plus grand si vous suivez le dernier lien. Sachant que il y a une variante compatible aussi avec Linux et il y a eu des cas d'attaque observés, donc exploitant justement utilisant ce malware au ministère des Affaires étrangères dans un pays d'Amérique du Sud et des tentatives aussi d'exploitation en Asie du Sud-Est. Une nouvelle version du botnet Void et fait une nouvelle victime sur Android TV. Donc, plus d'1,5 million d'appareils compromis dans plus de 200 pays. On parle bien toujours d'Android TV. On a vu une pic d'activité le 14 janvier avec plus de 800 000 bots qui étaient actifs. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est que ce bot? Donc, qui fonctionne comme proxy, contournement géographique et dim simulation d'attaque. Donc, les 3 principaux pays touchés par ce bot, c'est le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Indonésie. Donc, on a vu que la situation pouvait évoluer très très vite parce qu'en 3 jours, on a eu une croissance, je dis bien, de 4900%. Donc, on est passé de 4000 bots à 200 000 en Inde. Quelle est cette nouvelle version du bot? Donc, c'est une nouvelle version avec une nouvelle version qui a été faite, qui utilise une nouvelle méthode pour le chiffrement. Donc, qui utilise du RSA et du XTTEA qui était personnalisé et avec un algorithme de génération de domaines qui permet de le rendre un peu plus difficile à détecter. Côté ransomware, donc vous allez voir, c'est pas un ransomware qui vient tout juste de sortir. Le but, c'est de montrer qu'il est activement utilisé en ce moment. Donc le ransomware Ghost, qui aurait déjà compromis pas mal d'organisations dans plus de 70 pays. Donc forcément, nous, on va s'intéresser surtout aux critiques. Pourquoi on a décidé de parler du ransomware Ghost? Parce que tout simplement, il y a eu une alerte du CISA et du FBI sur le sujet, et ça nous paraissait intéressant. Donc là, vous avez des anciens noms du ransomware Ghost si vous connaissez plutôt les anciens noms que. Bref. Donc, le but du ransomware est pas forcément
se propage pas sur, enfin, on n'est pas sur une attaque ciblée, mais plutôt opportuniste. Donc ici, le but pour pousser le ransomware Ghost, c'est de chercher un serveur qui est exposé avec pas trop de sécurité, qui a une vulnérabilité connue, pas patchée. Et donc, une fois qu'on a trouvé ça, on exploite la vulnérabilité sur la machine et on pousse Ghost. Et donc, on a les vulnérabilités les plus exploitées donc dans le contexte de Ghost. Donc, on a une CVE sur Fortinet, sur Confusion, et on a les vulnérabilités sur Microsoft Exchange, donc qui font référence à Proxy Shell, que vous devez bien connaître. Côté fuite de données, on a une fuite de données sur la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts, qui est l'organisme public français qui gère et investit l'argent, qui permet de soutenir l'économie, le logement et les projets d'intérêt général. La base de données qui a fuité contient plus de 700 000 utilisateurs. Donc il y a des utilisateurs de la fonction publique, territoriale, hospitalier, et il y a aussi plus de 1000 élus locaux. Donc, elle contient pas mal d'informations intéressantes, notamment les numéros de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de chacun. Heureusement, elle ne contenait pas les coordonnées de bancaires ni téléphoniques. Merci à eux d'avoir communiqué rapidement auprès des utilisateurs concernés sur cette fuite. Merci à Caisse des dépôts, je dis bien. Côté Chronopost, on a eu aussi une fuite de données. Donc, l'incident est survenu le 29 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vol des données avec piratage plutôt de Chronopost avec un vol des données, notamment des numéros de téléphone et des signatures des clients du service de livraison par le cybercriminel, ce qui a entraîné une grosse campagne de phishing qui était très pertinente et de nombreuses victimes. Donc ça, c'est un cas qu'on a presque voulu mettre en divers et troll. Donc le fait justement qu'aux États-Unis, il y a un site qui est sorti qui s'amusait à publier les données personnelles des propriétaires de Tesla, donc les propriétaires uniquement venant des US. Et donc pourquoi? Bah forcément, ça fait suite aux tensions et un peu à la haine autour de Musk et de sa société. Et donc, dans les données personnelles, on retrouve nom, prénom, adresse postale, adresse électronique et même numéro de téléphone des personnes. Donc, il y a même plusieurs personnes qui se sont plaintes d'avoir reçu des appels d'anti-Musk. Et donc, le but de tout ça, évidemment, bah, vous comprenez, c'est de pousser les propriétaires de Tesla à vendre leur véhicule, sachant qu'il a bien été spécifié sur le site que si vous vendez votre Tesla, le propriétaire s'engage à supprimer vos données du site. Fuite de données chez Orange, donc on est plus précis, c'est sur une branche roumaine de l'entreprise. Donc une fuite de données qui contient des milliers de documents internes. Donc on parle soit d'enregistrement utilisateur, soit carrément de données employées. Donc on retrouve des adresses électroniques, du code source, des factures, des contrats. Donc l'intrusion, enfin on a des informations sur l'origine de cette fuite de données. Donc ça serait une intrusion qui aurait été réalisée sur une application qui a été évaluée comme étant non critique. Donc une intrusion par Ray, donc un ancien membre du groupe L4. Et une rançon, a priori, a été demandée à Orange, mais il n'y a pas eu de négociations qui ont été entamées. Donc on ne sait pas ce qui a été fait. Si Orange a payé ou est passé à autre chose. Ensuite, je crois que c'est la dernière, on a une fuite de données, pareil, donc une base de données non protégée et en libre accès. Donc c'est sympa. Donc qui contiendrait des milliards de mots de passe de bornes sans fil et forcément les adresses IP rattachées. Donc pas loin de 2,7 milliards d'enregistrements, donc plus d'un téra. Et donc dans ces informations, on trouve aussi des SSID, des numéros d'identification d'appareil. On retrouve aussi, du coup, je l'ai dit, des mots de passe en clair. Et donc les données proviendraient justement de LG LED Solution Limited. Donc sachant que cette société travaille aussi avec Dotmark qui du coup ensemble distribue beaucoup d'appareils IoT. Typiquement LG LED Solution Limited fournit des lampes LED connectées. Et donc c'est assez critique pour le sujet de l'IoT, de la sécurité de l'IoT.
Encore une dernière fuite de données, désolé, il y en a eu beaucoup sur ces 2 mois. Donc cette fois-ci, côté Oracle Cloud, ce qui est ennuyeux, c'est ils ont dit, selon eux, qu'il n'y avait pas eu de compromission du serveur. Donc je cite, il n'y a pas eu de violation d'Oracle Cloud. Les informations d'identification publiées ne concernent pas Oracle Cloud. Aucun client n'a été victime d'une violation ou n'a perdu de données. Ce qui est finalement totalement faux, parce que les informations étaient validées par des utilisateurs disant que leurs identifiants avaient été volés et utilisés. Donc la base de données contient bien 6 millions d'informations qui ont été volées, qui pouvaient contenir des mots de passe SSO et LDAP. Donc c'est un sujet qui est à suivre et le hacker supposé actuellement est Rose 871-68. Côté panne, vous avez peut-être ressenti ça chez WhatsApp et Messenger le 28 février. Donc il y a une panne mondiale des deux. Donc Messenger, c'était plutôt un ralentissement du service et WhatsApp, c'était réception et envoi de messages qui est impossible, ni appel vocaux. Selon eux, c'était un bug technique avec les corrections à eu en quelques heures, donc ça va. Cependant, il y a quand même eu un impact pour les utilisateurs, les communications professionnelles et l'utilisation. Ça a amélioré, enfin plutôt augmenté l'essor et l'utilisation d'autres plateformes comme Signal et Telegram. Bon, voilà pour les événements un peu marquants autour de l'exploitation et du piratage. Donc là, on va parler business et politique. Donc d'abord business, donc on va parler donc du fait que Google a autorisé à ses annonceurs le fait d'effectuer du fingerprinting. Donc je le rappelle, l'enjeu du fingerprinting, c'est de remplacer l'utilisation des cookies et donc au final de faire globalement la même chose. Hein. Donc c'est d'identifier votre appareil, mais cette fois le but du fingerprinting, c'est de pouvoir identifier votre appareil avant même que vous ayez accepté les cookies sur un site. Et donc, dans le fingerprinting, dans cette empreinte qu'on va faire de votre appareil, on va par exemple retrouver l'adresse IP, votre adresse IP, les informations sur votre navigateur, les informations sur votre machine, le fuseau horaire que vous utilisez et sûrement beaucoup d'autres choses. Donc forcément, ça soulève des gros enjeux de confidentialité parce que c'est quasiment impossible à détecter ou à bloquer, sauf si vous utilisez des navigateurs spécifiques ou des plugins qui vont durcir votre navigation. Et forcément, des enjeux autour de la violation du RGPD et de la directive e-privacy, donc ce qui a été énoncé par W3C et par l'EFF, donc qui pour eux est loin d'être acceptable. Donc je cite donc quelque chose qui a été dit par Google. Donc pour eux, ils voient ça donc comme une opportunité donc d'offrir plus de liberté à leurs partenaires quant à la façon dont ils ciblent les annonces et mesurent leurs performances. Bon, évidemment. Après, ça soulève beaucoup d'autres sujets donc, que Google ne va pas lister là et que je vous ai listé plus tôt. Et donc, typiquement, ça s'applique pas uniquement à l'utilisation de navigateurs sur votre machine, mais également sur l'empreinte de vos téléviseurs connectés, consoles de jeux, enceintes intelligentes. Bref, il y a beaucoup plus de machines qui sont concernées que votre simple poste de travail. Ensuite, le sujet, donc Siri, un peu trop à l'écoute donc sur vos machines iOS. Donc, typiquement, il y a un signalement et ensuite une plainte qui a été déposée par la Ligue des droits de l'homme au parquet de Paris contre Apple. Donc, ce qui a été dit, c'est que Apple avait effectué une collecte massive d'enregistrements via Siri, son assistant vocal. Et donc, pour ça, ils s'appuient évidemment sur des preuves. Et donc, leurs preuves, c'est des signalements qui ont été fournis par un ancien employé d'un fournisseur d'Apple, donc qui est maintenant évoqué comme étant un lanceur d'alerte, et donc qui a dit qu'il a écouté des heures d'enregistrement. Donc il y a des périodes pendant lesquelles il écoutait pas loin de 1300 enregistrements par jour. Donc on parle d'enregistrements qui auraient été collectés à l'insu d'utilisateurs entre 2014 et 2024. Donc comment on peut s'assurer que c'est un insu? Typiquement parce que dans les enregistrements, on retrouve des conversations intimes, on retrouve aussi des sujets politiques et on retrouve même des extraits de relations sexuelles. Donc forcément,
On est loin d'avoir l'aval de l'utilisateur au moment de la collecte. Et donc, Apple a décidé de fournir 95 millions de dollars de dédommagement pour s'excuser, même si sur eux, c'était pas voulu, cette collecte de données. Et donc, globalement, dans les 95 millions de dollars, en fait, ça fait 25, bon, j'ai une petite coquille, 25 dollars par appareil aux consommateurs faisant partie des États-Unis. Donc, si vous êtes concerné, malheureusement, vous ne recevrez pas vos 20 dollars si vous n'êtes pas aux US. Aux USA. Et donc, voilà. Et donc, Apple confirme aussi que les données n'ont jamais été vendues. Et s'engage aussi, de toute façon, ça date de 2014-2024, donc ils ont expliqué que depuis, Siri apprenait de manière différente. Donc maintenant, ce qui est fait, donc je cite, c'est que Apple ne conserve plus aucun enregistrement audio des interactions avec Siri, et que maintenant Siri en fait apprend de transcriptions qui ont été générées par ordinateur, donc pour améliorer ses performances, et donc pas sur des transcriptions de données utilisateurs. Nouveau président pour le campus cyber. Donc, Geoffrey Célestin Urbain reprend les rênes. Donc, bravo à lui. Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit dans la salle. Donc, c'est un ancien salarié au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Puis, il est passé au ministère de l'écologie. Et en 2018, il est devenu chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique, donc la SISSE, à la direction générale des entreprises. Donc, félicitations à lui et bon courage pour la suite. Attention à la dépendance. Donc, le changement de stratégie pour les entreprises américaines. Donc, avant, sur les fonctionnalités des logiciels qu'elles proposaient, c'était des fonctionnalités qui étaient gratuites et qui permettaient d'utiliser le logiciel de façon standard. Maintenant, ces fonctionnalités standards, elles sont devenues payantes. Avec un exemple avec Starlink. Donc, malheureusement, l'Ukraine a été obligée de payer pour l'utilisation standard, du coup, comme je vous ai dit, de Starlink pour pouvoir résister à la Russie. Donc, ça pose des questions par rapport à la souveraineté, qui est évidemment un sujet qui est très controversé, et un appel à essayer de créer en France, de produire en fait des logiciels ou quelle que soit la chose, afin de pouvoir du coup réduire cette dépendance face aux autres acteurs mondiaux. Côté Russie, il y a une mise en conformité logicielle. Donc, c'est l'obligation de Poutine qu'il avait demandé aux entreprises le 12 juin d'abolir l'utilisation des logiciels occidentaux par les entreprises. Et normalement, ça devait prendre effet le 1er janvier. Les grands secteurs concernés, c'était l'agricole, l'automobile et l'énergie. Bon, en réalité, la transition a été difficile, voire quasiment impossible, car beaucoup d'entreprises utilisent des logiciels occidentaux au sein de leur quotidien, comme Microsoft, Google. Donc voilà. Et donc, c'est pour l'instant avec un sujet qui est encore en cours de leur côté. Il y a eu une demande des autorités britanniques auprès d'Apple d'insérer une backdoor. Donc, vous inquiétez pas, l'article 8 ter, on va en parler juste après. Enfin, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, d'insérer une backdoor sur les iPhones et les Mac. Apple a refusé et n'a pas vraiment apprécié cette demande et donc a décidé de désactiver une protection qui était disponible sur iCloud. Donc juste pour l'iCloud entre guillemets britannique, donc au Royaume-Uni, donc a priori ça ne nous impacte pas. Donc cette fonctionnalité, c'est la protection avancée des données, donc ADP, donc Advanced Data Protection. Et donc c'est une fonctionnalité en fait qui permet de chiffrer vos sauvegardes iCloud. Donc la mesure, ça a été dit par Apple, n'impacte pas le gestionnaire de mot de passe, les données de santé et les logiciels de conversation. Et pour les utilisateurs donc au Royaume-Uni qui auraient déjà activé cette fonctionnalité, ils disposent d'un certain délai pour la désactiver. On va parler aussi du rachat, donc cette fois qui devrait être accepté et finalisé, de Wiz par Google. Donc Wiz, vous connaissez sûrement, c'est une société spécialisée dans la cybersécurité. Donc qui avait déjà reçu une offre de Google il y a plusieurs années pour, je sais plus, je crois que c'était en 2020, donc de 23 milliards de dollars. Et donc là, Google a décidé de leur proposer 32 milliards de dollars. Donc, quel est l'enjeu pour Google de chercher à acheter à Wiz?
Déjà, Wiz compte plus de 45% des sociétés qui figurent au classement Fortune 100 dans ses clients. Donc forcément, c'est intéressant pour Google. Et en plus, ça leur permettrait de renforcer leur position sur le marché de la sécurité informatique. Donc, sachant que pour Google, c'est un rachat qui est dit historique parce que le record précédent était celui de Motorola Mobility qui avait été effectué en 2012 pour 12,5 milliards de dollars. Donc là, on fait quasiment 1 fois 3. Et à voir donc si le FTC qui gère justement ces sujets de concurrence déloyale est du même avis. Mais a priori, on ne sait pas encore quel va être le fin mot de cette histoire. Donc on vous en dira plus si on est au courant. Toujours dans la partie rachat, donc là c'est IBM qui rachète HashiCorp. Donc l'acquisition s'est faite pour 6,4 milliards de dollars. Donc ça suit un peu, enfin ça surfe un peu sur sa stratégie d'achat des différents logiciels d'automatisation pour les entreprises en termes de dépenses IT et pour les aider à réduire les coûts. Donc en fait dans cet achat ça comprend globalement des logiciels de gestion d'application, des logiciels d'observabilité pour l'IT, la gestion de ressources, la gestion de gestion financière et un logiciel pour intégrer plein d'applications et des données dans des environnements cloud. Donc, faisons un peu de droit. Donc, on va parler du projet de loi donc relatif, donc c'est son nom, hein, le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Donc ici, son but, c'était donc de transposer 2 directives, donc celle sur la résilience des entités critiques, donc le REC, et NIS 2, donc Network Information Security, et également d'intégrer le règlement Digital Operational Resilient Act. Donc juste je le rappelle, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait l'erreur, on ne transpose pas DORA, qui est un règlement européen et qui est d'application directe, qui n'a pas besoin d'être transposé. Et donc on parle de ces 3 textes européens. Et ce qui a été du coup, ça a été abordé donc par le Sénat qui a adopté pas loin de 60 amendements. Donc je le rappelle ici, le but c'est de modifier un texte de loi qui est en cours de discussion. Et donc typiquement, ce qui pourrait être fait pour ces textes européens, c'est soit d'être un petit peu plus précis, enfin de modifier des définitions, soit de simplifier ces textes, soit de rajouter du contenu ou d'en supprimer. Même si c'est un petit peu plus compliqué vu qu'on est sur un contexte européen. Il y a eu des points de vigilance qui ont été relevés, donc typiquement le fait, pourquoi pas, de créer une labellisation NIS 2, de revoir la catégorisation de certaines collectivités, etc. Je vous laisse aller voir, faire un tour sur legifrance.gouv.fr si ça vous intéresse. Et du coup, forcément, on était obligé d'en parler. Donc le rejet de l'article 8 ter par l'Assemblée nationale. Donc, je le rappelle, ici, on est dans le contexte de la loi narcotrafic qui vise à lutter contre la criminalité. Et donc, l'enjeu ici, nous, on va parler plus précisément de l'article 8 ter, donc qui avait pour but justement donc d'intégrer des backdoors dans les services de messagerie sécurisés. Donc, pourquoi? Forcément, pour fournir un accès aux forces de l'ordre, pour que les messages échangés puissent être lus et pour que une intention de cybercriminalité puisse être détectée et puis que les forces de l'ordre puissent intervenir assez rapidement. Le problème, même si cet enjeu, cette raison peut sembler légitime, c'est que ça pose forcément des gros enjeux de sécurité et en plus de respect des libertés. Parce que comment s'assurer que la backdoor ne sera pas abusée par un pirate informatique? Et également, est-ce qu'on peut parler de fin du chiffrement si on sait qu'il y a des backdoors donc dans notre chiffrement peer-to-peer et donc c'est un gros sujet et heureusement l'article donc a été rejeté. Donc a priori, si je me souviens bien, 80% ont décidé de rejeter l'amendement. Et donc forcément, il y a eu beaucoup de discussions parce que la CNIL, la Quadrature du Net, des services de messagerie, même Signal, s'en est publiquement opposé. Signal a même menacé de quitter la France si
cet amendement n'est à être accepté. Donc pour l'instant, c'est une victoire, même si je suis sûr que le sujet va être remis sur la table dans pas longtemps. Retour sur les ligues de free qu'il y avait eu. Donc, pour la procédure de sanction est actuellement en cours de discussion par la CNIL. Donc, pour rappel, il y avait eu presque 20 millions d'utilisateurs qui avaient été impactés. Free est accusé d'un manquement à leurs obligations en matière de protection des données personnelles, donc par rapport au RGPD. Et les informations de la base de données ont été mises en vente par un mineur. Je vous invite à lire les 2 articles pour plus d'informations. Donc maintenant, on va faire un tour du côté des opérations internationales. Donc il n'y en a que 2, ne vous inquiétez pas. La première, donc un système de fraude aux prothèses auditives, donc stoppé par Europol. Donc on parle d'une fraude qui est chiffrée à hauteur de 6,7 millions d'euros. Et donc qui exploite, l'argent qui vient des subventions de soins de santé. Et donc ici, forcément, on essayait d'impacter le système d'assurance maladie publique français. Donc comment cette fraude a été réalisable? En fait, l'enjeu, c'était de se facturer des prothèses auditives qui n'ont jamais été prescrites, livrées ou même qui n'ont jamais existé, sachant qu'une fois que l'argent a été récolté, il a été blanchi via des dizaines de sociétés écrans en Europe. Et donc ici, ce qu'il faut noter, c'est que cette fraude a pu être mise en place sans forcément nécessiter, sans avoir besoin d'outils, mais juste d'obtenir des faux diplômes, des données de patients volés ou même des données d'entreprise pour le côté blanchiment. Et donc c'est relativement fou, surtout qu'aujourd'hui les faux diplômes ça se génère très très rapidement avec les outils que vous connaissez très bien. Je dirais même les LLM que vous connaissez très bien. Les résultats de cette opération, donc 8 suspects arrêtés, 195 000 euros saisis, dont 111 000 sur des comptes bancaires, sachant qu'on est relativement loin des 6,7 millions d'euros initiaux. Une confiscation d'articles de luxe et d'appareils électroniques et d'autres choses. Je vous conseille d'aller voir ce rapport. Donc, il est un rappel que vos données de santé doivent être protégées, forcément, comme vos données de manière générale, mais encore plus vos données de santé. C'est pour ça que HDS existe. Saisie de 127 serveurs par la police néerlandaise. Donc la plateforme d'hébergement Bulletproof qui était utilisée par les cybercriminels qui était complice du coup d'avoir soutenu le blanchiment d'argent et l'utilisation de botnets pour diffusion de malware a été arrêtée. Donc Bulletproof, c'est le service d'hébergement web qui est connu pour ignorer et contourner les lois et des régulations classiques en matière de tout ce qui concerne, par exemple, les demandes de retrait de contenu et les plaintes pour violation intellectuelle, spam, contenu illégal et tout. Donc il faut savoir, c'est que la plateforme, les propriétaires de la plateforme plutôt étaient 2 ressortissants russes. Les serveurs sont actuellement en cours d'analyse pour de la recherche d'informations, notamment sur les ransomware Logbit et Quantic qui permettent de récupérer notamment comment est-ce qu'ils utilisent en termes d'algorithmie pour chiffrer les données. Malheureusement, il n'y a pas eu d'arrestation des acteurs. Côté conférence, forcément, la JSSI est passée, Corinne, le FIC, Samba XP aussi, donc, qui avait lieu du 7 au 8, donc hier et aujourd'hui, et donc à venir, donc BotConf, Stick, Pass de Salt et le hack de Singularity. Donc on finit comme d'habitude avec la catégorie troll, donc je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup. Donc le premier, Doge, ou DOGE, je ne sais pas trop comment ça se prononce, modifiable par tous. Donc c'est la base de données accessible et modifiable qui permettait de publier du contenu autorisé qui était libre accès sur le site. Donc pour rappel, c'est le site de Elon Musk. Pour la blague, 2 entrées ont été créées par des utilisateurs externes qui n'étaient totalement pas là. Donc l'entrée This is a joke of the .gov site et these experts left their database open. Donc voilà, c'est assez amusant, mais en termes d'image pour Elon Musk, on n'y est pas encore. Le deuxième, du coup, c'est Piratefy. Donc, un jeu Steam acheté, un malware offert. Donc, c'était un jeu qui était disponible du 6 au 12 février sur la plateforme Steam. Donc, 1500 joueurs ont été piégés, enfin, plutôt, on leur a eu leurs informations volées. Parce qu'en fait, le jeu contenait un infostealer, donc l'infostealer exactement bidard,
Donc c'est un jeu qui avait l'apparence normale, donc un jeu type de survie avec des fonctionnalités de construction, de fabrication d'armes, de gestion de ressources, avec des avis très positifs sur la plateforme. Malheureusement, derrière, il y avait Vidar, donc l'info-stealer, il effectuait des vols des identifiants, cookies de session, informations stockées dans les navigateurs et les portefeuilles de crypto-monnaies. Donc le malware était dissimulé dans un fichier nommé pirate.exe et qui incluait une charge utile, en l'occurrence howard.exe, qui était empaqueté avec un installeur InnoSetup. Et ensuite, derrière, pour se cacher, les attaquants, en fait, ils modifient régulièrement les fichiers de jeu et leur serveur C2 utilisé pour collecter les identifiants volés des joueurs. C'est sympa. Donc, les deux derniers points. Does Firefox sell your personal data? Donc, c'est assez cocasse parce qu'en fait, dans le code donc, de Firefox, donc du projet Bedrock, donc Bedrock, c'est ce qui permet d'alimenter Mozilla.org. En fait, on pouvait retrouver un NOP, never have, never will, and we protect you from many of the advertisers who do. Firefox products are designed to protect your privacy. That's a promise. Donc typiquement, Firefox n'a jamais vendu vos données, ne les vendra jamais, on vous le promet. Et en fait, donc cette partie qui était dans le code, même si on retrouve encore beaucoup d'autres parties qui sont relatives justement aux promesses, à cette promesse de Mozilla, en fait, toutes ces parties ont été supprimées. Donc il y a eu un commit où toutes ces parties ont été supprimées. Et si on se pose la question, qu'est-ce que Firefox, est-ce que Firefox pourrait faire quelque chose de nos données? Si on regarde leurs conditions d'utilisation, ils spécifient bien qu'ils pourraient en fait utiliser nos données pour en faire des choses sans forcément qu'on le sache. Donc c'est écrit dans leurs conditions d'utilisation. Mais bon, c'est assez drôle de se dire que c'était écrit noir sur blanc et qu'ils ont préféré le supprimer pour je ne sais quelle raison. Donc vous avez le lien vers les conditions d'utilisation et puis le lien vers l'outil de manière générale. Et vers même le commit précisément. Et dernier point, donc sur les tenants Office 365, avant vous n'aviez pas forcément de limite du nombre de messages externes que vous pouviez, qui étaient émis sur un certain laps de temps. Maintenant ça a changé. Il y a une limite qui a été fixée à 10 000 messages donc émis sur 24 heures par tenant. Donc si vous avez un besoin supérieur, vous pouvez toujours utiliser l'API mis à disposition de Microsoft pour les développeurs, donc Azure Communication Services, sachant que ça utilise le même pool d'adresse IP que celui de tenant Office 365. Donc typiquement, côté enregistrement SPF, vous êtes bon. Par contre, ça a été noté que le service changeait régulièrement de DKIM. Donc, à voir, vous, ce que vous faites en termes de contrôle de sécurité, parce que vous pouvez avoir quelques surprises si vous utilisez ce service. Sachant que l'application va se faire en plusieurs temps. Donc, typiquement, la phase 1, c'est pour les tenants qui ont au grand max 24 licences mail. Typiquement, cette mesure est en place depuis le 3 mars. Pour supérieur ou égal inférieur ou égal à 200 licences depuis le 10 mars, 17 mars, mais bon, dans tous les cas, on est début avril, donc ça a été aujourd'hui tout est applicable. Et donc vous avez aussi d'autres explications de stats donc de Microsoft disponibles sur le lien, sur le post LinkedIn que je vous ai partagé en dessous. Voilà. Donc prochaine réunion début mai, enfin mi-mai. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour cette présentation.